Bonjour Monsieur Chevrier, donc aujourd'hui nous sommes le 29 novembre. Vous allez nous parler de la situation en Israël qui pourrait déboucher sur l'utilisation d'armes nucléaires car Israël en possède en grande quantité. Oui, effectivement, très peu de personnes savent qu'Israël produit des armes nucléaires depuis déjà 1960. Et encore beaucoup moins nombreux sont les personnes qui savent dans quelles conditions Israël a développé et fabriqué ce qu'on appelait à l'époque la bombe atomique. Alors, nous allons aborder ce sujet. C'est un sujet que j'ai développé dans le livre, vous savez, en donnant beaucoup d'informations très détaillées. Notamment, j'ai communiqué deux sources principales. La première, c'était le livre de Pierre Péan, qui a écrit un livre très détaillé en fournissant beaucoup d'informations. Ce livre est pratiquement aujourd'hui introuvable. Il s'appelle « Les deux bombes » et il explique comment, en 1956, le gouvernement a été approché par Shimon Peres à l'époque. Et puis, quelques mois plus tard, le gouvernement français de l'époque, qui était le gouvernement de Guy Mollet, a envoyé en Israël 1500 ingénieurs et techniciens pour construire la centrale de Dimona, qui était, selon les désirs du gouvernement d'Israël de cette époque-là, absolument identique à la centrale qui est construite à Saclay. Alors Saclay, il faut savoir qu'à l'époque c'était important, c'était un centre de recherche. Saclay, c'est situé dans l'Essonne, vous voyez, à côté entre le 78 et donc c'est quand même sur un site de 225 hectares, vous imaginez, quelque chose de très important. Et donc il y avait une centrale, la France maîtrisait la production de l'électricité avec, par l'atome, avec donc une centrale nucléaire qui était une centrale pacifique, puisqu'on produisait à partir d'uranium qu'on puisait dans les sites que nous avons en France ici, avec une teneur en uranium qui n'est pas très élevée, mais en l'enrichissant, on arrivait à 6%, et donc on maîtrisait cette technologie. Et puis, la deuxième source qui était très importante, que je fournis avec tous les détails dans le livre, c'est un interview qui a été donné dans les années 2000 à une équipe de journalistes israéliens, un interview de Shimon Peres qui a raconté, donc là c'est du vécu, en direct, comment lui, qui était âgé à l'époque de 28 ans, oui, il était très jeune, oui, a été envoyé, voilà, il a été envoyé par Ben Gourion en France pour, dans un premier temps, faire l'acquisition de chars, que dans le film on parle de chars Leclerc. En réalité, dans ces années-là, c'est vrai que bien que ce soit produit dans les mêmes ateliers que les chars Leclerc, à l'époque c'était des AMX, mais qui sont devenus par la suite... Vous voyez, là, on a déjà un peu l'ambiance qui va précéder ce qui risque de se passer. Alors, oui, donc Shimon Peres nous raconte dans cette interview qui dure assez longtemps tous les détails qui sont absolument incroyables de cette affaire. On reviendra peut-être tout à l'heure dessus, mais ce que je voudrais dire tout d'abord en préalable, c'est que comme nous allons parler d'un sujet très délicat actuellement, puisque c'est évidemment surtout en France avec tout le lobby pro-israélien qui est très chatouilleux et puis toute la presse qui est absolument dirigée par ce lobby, tous les médias, eh bien, je vais vous donner ma position personnelle parce que c'est important. Autrement, on risque de me taxer peut-être d'antisémite, ce que je ne suis absolument pas, puisque j'ai eu plusieurs amis
israélites et souvent, je me suis toujours très bien entendu avec eux. J'ai passé pendant des années des vacances formidables au Club Med. Club Med qui a été créé par Gilbert Trigano. Je pourrais même vous raconter l'origine, comment Gérard Blitz a apporté le projet à Gilbert Trigano, qui était à l'époque, qui travaillait chez son père. Il faisait du matériel de camping à côté de la gare Saint-Lazare à Paris. Et toute cette aventure, et c'est vrai que Gilbert Trigano, qui était juif bien sûr, a monté une entreprise tout à fait formidable, et malheureusement c'était pas un très bon gestionnaire, et dès la première année il était en déficit, la deuxième également. Il est allé voir les banques, aucune banque ne voulait lui prêter pour un projet aussi fou que ça, faire des camps de vacances, vous voyez, un peu, et donc, en fait, c'est la banque Rothschild, bien évidemment, qui a d'abord prêté des fonds et puis ensuite qui est devenue propriétaire du Club Med, où ils ont laissé 3% à Gilbert Trigano, qui ensuite a géré cette affaire extraordinaire. Et donc, vous voyez, je ne suis pas du tout contre ces gens-là. Alors, je vais vous donner ma position sur Israël. Moi, j'ai toujours été pour une solution à 2 États. C'était la seule façon d'arriver à faire quelque chose où 2 peuples pouvaient vivre l'un à côté de l'autre en paix. Et alors au départ, il est vrai qu'il y a eu en Israël un certain nombre même on peut dire une majorité qui était pour cette solution, une solution négociée où la Cisjordanie était prévue pour les Palestiniens, la bande de Gaza, et une route qui reliait les deux. Géographiquement, c'était pas très bien pensé. Ils voulaient également partager la ville de Jérusalem. Bon, mais au moins, ça aurait pu faire une coexistence pacifique. Parce que, dans le fond, pour que les gens ne se fassent pas la guerre, il faut qu'ils aient un minimum de confort matériel. Voyez. Et ça, je crois qu'ils sont passés à côté du truc. Et maintenant, on est au bord du gouffre, on est au bord d'une guerre terrible où Israël risque de disparaître. Et c'est ça dont on va parler également. Et les gens n'en ont pas conscience, puisque depuis des années, Israël bénéficie du support inconditionnel des États-Unis. Et donc, avec la puissance militaire qu'avaient les États-Unis jusqu'à maintenant, ils avaient une assurance tout risque, si vous voulez. Mais là, ce n'est plus le cas, et on va le développer. Donc, moi, je pense qu'ils sont passés... Shimon Peres était également quelqu'un qui était pour une solution... Qui a essayé d'œuvrer dans ce sens-là. Oui. Voilà. Et puis Isaac Rabin également était pour... C'est malheureusement pour ça qu'il a été assassiné par quelqu'un d'extrême droite en Israël. Et donc maintenant, toute cette mouvance, si vous voulez, le pire... pour Israël, le pire ennemi, ça a été Benjamin Netanyahou, parce que alors lui, c'est un extrémiste de tout poil, et puis en plus, il est poursuivi dans des affaires de corruption. Il devrait être en prison, ce type, mais c'est le pire Premier ministre que l'Israël a pu avoir, et il va les amener à la catastrophe. Et alors, il y a plusieurs problèmes. Il y a maintenant ce développement de l'extrême droite qui s'appuie sur les ultra-orthodoxes. Et puis, il y a un autre problème. On en avait parlé dans une vidéo mais qu'on n'a pas pu diffuser puisqu'il y avait un extrait qu'on n'a pas pu passer. En Israël, le vrai problème, c'est les ultra-orthodoxes. Le nombre maintenant dépasse le million de personnes sur une population de 7 millions, et ils triplent leur nombre tous les 20 ans. C'est-à-dire que les femmes ont 6 enfants en moyenne, et donc, alors, la particularité des ultra-orthodoxes, c'est que les hommes ne travaillent pas, ils ne font pas de service militaire, vous imaginez, hein, et donc c'est une exception, puisque tout le monde, hommes et femmes en Israël, sont tenus de faire la formation militaire et leur service.
Et eux sont, jusqu'à présent, ont bénéficié d'une exemption. Mais comme les hommes ne travaillent pas, ils n'ont pas de raison d'aller à l'école, donc ils arrêtent l'école à 10 ou 11 ans, les garçons. C'est les femmes qui doivent travailler et qui doivent élever les enfants. 6, 7, 8 gosses. Vous voyez, c'est quelque chose, et c'est un vrai danger, parce qu'en plus, les ultra-orthodoxes veulent la destruction de l'État d'Israël, ne reconnaissent pas l'État d'Israël, puisqu'ils estiment qu'il faut attendre le Messie. C'est le Messie qui leur permettra d'installer l'État d'Israël. Donc eux vivent en Palestine, ils veulent que la destruction de l'État d'Israël. Il y a même des ultras qui reçoivent l'ancien président Ahmadinejad de l'Iran. Ils leur ont remis des prix. On a vu, je vous ai fait voir les images, le reportage là-dessus. On est vraiment dans un autre monde, là, hein, c'est quelque chose. Et donc, ces gens-là, qui sont actuellement 1 million, seront dans 20 ans 3 millions, et puis ensuite, ils vont monter. Donc là, ça va être un vrai problème. Donc, Israël est confronté à beaucoup de problèmes, et on va avancer sur la situation actuelle, qui est une situation très tendue. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peu de personnes savent, puisque ça a été longtemps caché, dissimulé, qu'Israël possède un arsenal nucléaire très important. Et on va vous raconter au fur et à mesure que cette vidéo. Aujourd'hui, on va prendre notre temps. On va faire certainement 3 parties. 3 parties, oui. Parce bien développer le sujet. Voilà, c'est-à-dire que bien souvent, sur une vidéo, on veut raconter beaucoup de choses très vite. C'est un peu dommage, mais bien entendu, on ne peut pas rentrer dans les détails comme on peut le faire dans un livre. C'est pour ça que, aussi bien, si vous voulez, quand on veut aller dans une histoire, avec le livre, vous avez toute la possibilité de développer, les gens prennent leur temps, tout ça. Là, dans une vidéo, on est tenu par un terme. On va essayer quand même. Donc, je vais aller sur le tableau pour vous faire voir. Avec plaisir. Alors, comme je vous l'ai dit, les Français ont construit en Israël, entre 1957 et 1959, pendant plus de 18 mois, une centrale nucléaire pour produire l'électricité. Donc, la France a envoyé 1500 ingénieurs et techniciens. C'était un chantier énorme. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que sous cette centrale qui est absolument identique à Saclay, pourquoi est-ce qu'elle est identique à Saclay? Parce que Shimon Peres avait demandé à ce que la France s'engage également à former les ingénieurs et les techniciens israéliens à utiliser, donc, vous voyez une centrale, ce que c'est, avec tous les appareils, tous les réglages, tout ça. Donc, la formation des ingénieurs israéliens et des techniciens pour faire tourner cette centrale a été effectuée à Saclay, en France, vous voyez, à partir de 1959. Et donc, à partir de la centrale de Dimona, qui est située dans le désert du Negev, Israël produit depuis 1960 4 à 8 têtes nucléaires par an. Pourquoi 4 à 8 ? Parce qu'évidemment, ça dépend de la puissance de la bombe. Il y a des bombes où on peut se contenter d'1 kilo d'uranium enrichi à 92%, et d'autres, pour des puissances plus importantes, il va en falloir 3 kilos. Donc automatiquement, ce n'est pas un nombre. C'est pour ça que le nombre de têtes, on le situe au-delà de 300, mais est-ce qu'il y a 360 ? Est-ce que ça, on ne sait pas. Et donc, là, jusqu'à présent, c'était, si vous voulez, Israël a normalement s'était engagé à ne jamais produire d'armes nucléaires sur son territoire. Et on en reparlera tout à l'heure parce que, évidemment, ça a un rapport avec l'assassinat du président Kennedy.